en premier lieu, donc, quand même vous rappeler les sujets sur lesquels je vais intervenir. Vous faire un petit focus sur qu'est-ce qu'on entend, quelle est la définition d'études cliniques ou d'essais cliniques, voilà, d'un point de vue Commission européenne, et vous parler d'un élément important qui est le formulaire d'information essentielle sur les études cliniques dans les projets Horizon Europe. J'évoquerai également la nécessité aussi d'évaluer correctement une catégorisation d'une étude clinique et sa temporalité, ainsi que le statut des entités, j'ai parlé d'entités, mais de participants à ces essais cliniques, qui est importante, comment ça se traduit dans le projet européen, à quel niveau il se situe. Et quatrième point, je vais être encore une fois, assez générale sur comment on peut budgéter au mieux, en tout cas, un essai clinique, et surtout, en fait, faire en sorte, je compte pas être, j'espère être la plus exhaustive possible, mais en tout cas vous donner des points sur lesquels il faut vraiment s'arrêter pour budgéter au mieux, parce qu'on sait que si on a mal budgété, toute activité en pâtit. Et après, pour la réalisation de cette activité, et en l'occurrence un essai clinique, c'est toujours extrêmement compliqué. Au regard de tous ces éléments, il y aura un retour d'expérience fait par Pauline Guyon du sud de Lille, et Amélie Michon peut-être un peu plus indirectement, mais en tout cas je sais qu'elle est là, et je la remercie parce que je sais que le contexte est pas simple en ce moment. Donc un retour d'expérience sur le projet H2020 Faire Parc, puisqu'elles ont suivi ce projet de manière tout à fait complète, de la phase montage jusqu'à la fin du projet, puisque le projet est actuellement officiellement terminé, mais il reste encore des choses à faire. Voilà, on peut passer à la diapo suivante, Sophie. Merci. Donc, un essai clinique, ça veut dire différentes choses, et ça peut être, c'est assez large en fin de compte, hein. Ça va de la collection prospective ou rétrospective, systématique, de l'analyse des données de santé obtenues à partir d'éléments des patients, hein, pour répondre à des questions scientifiques liées à comment dire, la compréhension, la prévention, les diagnostics, monitorer les traitements liés à une maladie, la santé mentale ou conditions physiques. Et tout ça, c'est régi, et je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais sur 3 éléments que sans doute à peu près tous, parce que j'ai vu que dans les participants, on a pas mal, j'ai vu pas mal de chefs de projet, donc je suppose que c'est plutôt chef de projet clinique, mais pas seulement, hein. Donc, vous avez trois éléments de référence sur qu'est-ce qu'une étude clinique ou un essai clinique, qui sont régis sur 3 règlements. Le règlement sur les essais cliniques liés aux médicaments, le règlement sur les dispositifs médicaux qui a été mis en place en mai dernier de mémoire, et également un autre règlement important sur les études de performance et les évaluations de performance liées au diagnostic in vitro. On peut passer à la suivante. Alors, le formulaire étude clinique. Alors, j'ai dit juste étude clinique, mais il a un nom complet que je vous indique dans la diapo. Alors, il est obligatoire pour un certain nombre d'appels à projets, on les verra après. Et je vous ai mis juste la première page. Donc, il est obligatoire pour certains calls. Il pourrait être perçu comme une contrainte supplémentaire, parce qu'on sait que c'est déjà compliqué de répondre
à un dossier de complétude, enfin en tout cas une proposal, mais il est absolument incontournable et en fait, il vous guide sur ce qu'il faut absolument penser pour mener l'essai clinique, en tout cas l'expliquer de manière assez concise et très claire. Donc, il faut vraiment le voir comme une aide plutôt qu'une contrainte. Et en tout cas, il permet aussi de ne pas passer à côté de certains éléments qui pourraient être jugés indispensables pour la bonne évaluation de votre projet. Et si vous ne remplissez pas ce formulaire-là, lorsque c'est spécifiquement indiqué dans le corps, dans la rédaction de la proposal, enfin du topic, pardon, ça peut avoir de vraies conséquences sur votre évaluation et donc sur votre notation. Voilà, on peut passer à la diapo suivante. Donc, je vous ai relisté tous les calls 2022, parce que 2021, bien sûr, est passé, donc n'a plus trop d'intérêt, mais c'était aussi le cas sur les calls de 2021. C'est relisté donc dans les descriptifs du topic, mais c'est aussi l'ensemble de ces calls est indiqué dans les premières pages du template. Donc, si on n'a pas bien vu, on peut le voir aussi de manière exhaustive dans les premières pages du template. Autre élément, il peut aussi, même s'il n'est pas rendu obligatoire et qu'il y a quand même un essai clinique, je me permets cette petite parenthèse, j'évoquais la question de l'aide de ce template, même s'il n'est pas rendu obligatoire, il peut être intéressant quand même de le parcourir pour d'autres essais. Si vous pouviez couper votre micro, ce serait bien parce que je pense qu'à l'enregistrement, ça va s'entendre. Je vous en remercie. Donc, vous voyez, là, les premiers calls sur cette diapo, c'est sur la destination 1, rester en bonne santé dans une société qui change rapidement. Quand on est vraiment sur, vous voyez, les choses, enfin, premier call sur la santé mentale en Europe, hein, il est fortement conseillé de faire des études cliniques. Un autre call sur la mise en place d'outils numériques et liés à l'intelligence artificielle. Donc là aussi, pour valider en quelque sorte ces outils, on peut mettre en place un essai, un essai ou étude clinique. Troisième call sur la prévention de l'obésité également. Et le dernier sur le fait de rester en bonne santé. Et sur les pardon, j'étais plus sur le call, mais sur la question des maladies, l'inflammation et les maladies chroniques. On peut passer à la diapo suivante. Alors, hop. Donc pareil, là c'est les autres calls concernés. Peut-être que je vais passer un peu plus vite. De toute façon, vous aurez le loisir de regarder. Et normalement, au vu des dates, je ne l'ai pas mentionné en introduction, mais on est très très proche pour les calls en deux phases, pour les topics en deux phases. On est très très proche de la première, mais vous savez, si vous êtes sur ces calls précisément, que le formulaire n'est pas rendu obligatoire pour la première phase, il l'est pour la deuxième. Évidemment, pour les calls en une seule étape, il doit être enseigné. Pour la période, la première phase, si on ne nous oblige pas à remplir un tel formulaire, des éléments quand même qui
serait intéressant en amont, il faut les mettre dans le corps, dans la partie B du dossier de soumission. Et après, le développer, si vous passez l'étape 1, bien sûr, à développer de manière séparée dans le template et à joindre en annexe de la partie B. D'autres diapos qui concernera la destination 5. Donc là également, 3 topics où est demandé la complétude d'un tel dossier. Donc c'est la destination 5 sur exploiter le potentiel des nouveaux outils de technologie, de solutions numériques pour une société en bonne santé. Donc là également, ça permet, un essai clinique, une étude clinique permet de valider les outils qui seraient mis en place, par exemple. On peut passer à la diapo suivante. Donc, c'est ce que j'évoquais à l'instant, hein, pas de nécessité pas de nécessité à le remplir en étape 1, mais il faut absolument le remplir à l'étape 2 et dans une seule étape. Vous aurez peut-être aussi remarqué que ce template, pour les futurs calls IHI, donc anciennement IMI, le formulaire est obligatoire. C'est déjà mentionné dans le formulaire. Si évidemment vous avez plusieurs études cliniques prévues dans votre projet européen, elles doivent être décrites séparément. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de limite en nombre de pages, puisque on sait qu'il y a des vraies limitations pour remplir le dossier en tant que tel, hein, le dossier partie A, partie B, mais pour l'essai clinique, en tout cas pour remplir et décrire l'essai clinique qui va être fait, pas de limitation. Donc ça, c'est peut-être un bon point. Ceci dit, la Commission européenne vous exhorte quand même à être synthétique et très concis. Il y a aussi un certain formalisme. Vous ne devez pas changer les titres de section et ne devez pas ajouter d'autres chapitres. Donc, il faut rester guidé et suivre correctement les différentes parties du formulaire. Diapo suivante. C'est un petit peu de mal. Alors. Mon ordi plante, mais j'arrive. Merci. Merci beaucoup. Oui, alors les informations en dehors du cadre du formulaire ne sont pas prises en compte au moment de l'évaluation. Donc vraiment, il faut suivre à la lettre les instructions de la commission, parce que moins vous les suivez, plus c'est des facilités pour avoir des points en moins au moment de l'évaluation et donc avoir moins de chances d'être retenu par la commission. Oui, autre point également, vous pouvez faire référence, en tout cas, il n'y a pas nécessité à faire du copier-coller de ce que vous inscrivez dans le template dans la partie B, mais il est quand même intéressant de faire référence à ce que vous développez dans le template dans la partie B du dossier de candidature. Autre point, les considérations éthiques ainsi que les mesures comme les atténuations des risques, elles doivent figurer dans les sections qui sont vraiment dédiées à cela et non dans le formulaire. Ah, ça, oui. D'accord. Moi aussi, j'ai des petits soucis de PC, mais c'est pas très grave. J'espère quand même que vous arrivez à me suivre. Diapo suivante. Catherine, c'est Vania, j'ai une question pour toi rapide. Tu veux que je laisse les questions à la fin, c'est ça? Plutôt après,
après, si ça amène une réponse rapide, on peut le faire. Il faut juste que je sois moi-même mon propre timekeeper. Mais si on peut, si c'est assez court, mais Oui, dis-moi. en fait, on a une question, on a des questions qui sont déjà répondues, mais il y en a une dernière question sur qu'est-ce qu'il a entendu par aspect les plus pertinents à renseigner dans la partie V en étape 1 pour les appels en 12 étapes. Ah, alors ça, c'est des questions qu'on a assez régulièrement. La Commission européenne, en fait, vous laisse complètement maître d'évaluer la pertinence des éléments que vous souhaitez mettre dans un dossier de candidature en règle générale. Et je pense que c'est exactement. Alors, vous allez peut-être pas être satisfait de la réponse, peut-être. Mais en tout cas, c'est la manière dont la Commission européenne voit les choses. Et donc, pour le template sur les essais cliniques, c'est pareil. Donc, je sais pas si ça peut, si ma réponse peut vous convenir, mais je sais que c'est un élément délicat. C'est ce que, en tout cas, la pertinence, c'est ce que vous trouvez absolument essentiel à mettre pour expliquer pourquoi vous développez tel ou tel aspect. Mais c'est au regard de votre perception, enfin en tout cas, ou de la perception de l'investigateur principal qui veut mettre en place tel ou tel essai clinique ou telle étude clinique. Alors, je ne sais pas si je réponds correctement ou si ça satisfait, mais c'est quand même comme ça que la commission se place. Merci Catherine. Mais n'hésitez pas à me dire si ça vous va ou pas. Mais en tout cas, c'est un peu le point de vue. Autre chose qui est important aussi, et qui est un peu aussi dans la logique de la complétude pour le dossier de candidature en règle générale, vous verrez, si vous ne l'avez pas vu, mais si vous l'avez vu, il y a un grand nombre de sections et de sous-sections de ce template. Et ce qui est important aussi pour la Commission européenne, c'est que si vous estimez, et notamment, si vous estimez qu'il y a un point qui n'est pas pertinent, qui n'est pas en accord avec la description de votre essai, ce vers quoi vous voulez aller, etc., ne laissez pas de blanc. Dites que ce point-là ou cette partie-là n'est pas pertinente ou est sans lien direct avec ce que vous voulez mettre en place. Vaut mieux dire ça que laisser un blanc, parce que vous créez un doute pour l'évaluateur et ça peut être en votre défaveur. Donc, vous avez tout intérêt à dire pourquoi là vous ne développez pas, parce que, enfin, voilà, en tout cas, indiquez pourquoi il faut, vous donnez une justification sur le fait que telle ou telle partie ne sera pas développée. C'est toujours mieux que laisser un blanc, parce que ça peut être, encore une fois, négatif pour la candidature. Et tout ça, bien sûr, de manière courte, voilà, même si vous êtes libre dans le nombre de pages, mais ce qui est important aussi, c'est de compléter les sections de manière concise et courte. On peut passer à la diapo suivante. Donc voilà, j'évoquais les trois sections, enfin, les trois parties et les sous-sections. Donc il y a la description de l'étude clinique en tant que telle, le statut de la préparation et la faisabilité opérationnelle. Encore une fois, je pense qu'un grand nombre d'entre vous a déjà été voir le formulaire, mais peut-être qu'à la fin de la session du webinaire, on pourra échanger dessus. Il y a des webinaires qui ont été faits spécifiquement par la Commission européenne et un project officer qui est un spécialiste des essais cliniques. Le premier, il est très court, 17 minutes.
il est très clair. Je vous invite à y aller. Je vous ai mis les liens. Il y a eu un deuxième webinaire, quasiment le même, en plus long, puisqu'il y a des jeux de questions et réponses auxquels le Project Officer, bien sûr, répond. Et là aussi, alors c'est un petit peu plus long, c'est un peu moins d'1 heure, mais je vous invite à les regarder. Encore une fois, c'est très clair. Donc, c'est toujours intéressant d'aller voir. Grosso modo, c'est les éléments que j'ai expliqués là, mais là, c'est fait par la commission, alors évidemment en anglais, mais vraiment, il est très, très clair. Vous pouvez aussi aller voir les différentes FAQ. Normalement, la commission, dans chaque call, chaque topic, il y a une section de FAQ. Alors, elles ne sont pas remplies pour tous les topics, mais peut-être que pour certains topics où il y a nécessité d'avoir ce template sur les essais cliniques de rempli, il y a peut-être déjà certaines questions qui ont été mises à jour. Je vous conseille de les regarder très régulièrement. Donc, c'est sur le portail Funding and Tenders. Nous-mêmes, au PCN Santé, on a mis en place une FAQ, donc sur le site horizoneurope.gouv.fr. Je vous invite aussi à aller voir. Il y a certainement des éléments liés à des questions que vous posez sur la mise en place d'un essai clinique qui figurent. Alors, on commence à avoir pas mal de questions, donc je ne les connais pas par cœur, mais voilà, ça peut être une piste. Et on avait travaillé également quelque chose de plus spécifique sur le template. Si on ne l'a pas déjà mis sur le site, vous pouvez nous le demander, on vous le fournira. Voilà, diapo suivante. Oui, alors juste quelques points sur l'évaluation de la catégorisation, pourquoi c'est important. Donc la réalisation d'une recherche en santé, puisque il faut se placer de manière assez large, parce qu'il y a les essais cliniques, qu'ils soient interventionnels ou non interventionnels, et selon différentes classifications, il faut absolument toujours se poser certains éléments de base. C'est avoir, et ça c'est valable surtout, c'est valable pour tout type de mise en place d'essais, qu'on aille vers le financement national ou européen, mais je préfère les rappeler. C'est toujours intéressant, mais je pense qu'encore une fois, un certain nombre d'entre vous le savez très bien. Donc, au préalable, il faut qu'il y ait une hypothèse basée sur la littérature, donc sur l'état de l'art. Il faut une définition d'un objectif, le choix d'une méthode, le calcul du nombre de sujets, l'écriture d'un protocole de recherche. Bon, j'enfonce un peu des portes ouvertes, mais c'est toujours bien de réenfoncer les portes ouvertes. Cette évaluation elle est importante car en fonction de la catégorisation, vos démarches, qu'elles soient éthiques, réglementaires, en matière d'informatique et liberté ou d'assurance en responsabilité civile, surtout quand vous faites de l'interventionnel, ou les démarches sur les modalités d'intervention vis-à-vis du patient, elles ne seront pas les mêmes. Donc, c'est très important d'aller vers la bonne classification. On le sait d'autant plus qu'il faut aussi prendre en compte la complexité croissante de la réglementation européenne. Donc j'ai cité, je n'ai fait que citer, je n'ai pas développé, mais peut-être que ça fera l'objet, je ne sais pas si certains en ont envie d'éléments plus précis pour d'autres webinaires, mais je n'ai pas décrit dans le détail les 3 règlements cités précédemment sur les essais médicaments, sur dispositifs médicaux ou sur les dispositifs diagnostiques in vitro. Mais voilà, il faut aussi, mais je pense que ça aussi, vous êtes au courant et très au fait, notamment quand vous travaillez du côté du promoteur, vous suivez de très très près cette complexité croissante. Donc les deux vont de pair.
Et ce qui est important également, c'est la durée que va avoir l'essai clinique. On le reverra un petit peu plus avec les aspects budgétaires. Parce que selon la complexité, l'importance, etc., eh ben, ça va avoir, et j'empiète un peu sur ce que je vais dire après, ça va avoir un impact sur le budget que vous allez devoir concocter. Et on sait que si on a mal concocté un budget, après pour réaliser l'essai clinique, ça devient extrêmement périlleux si le budget n'est pas suffisant. Mais on va y revenir. Diapo suivante. Merci. Non, ça c'est... Ah, mais j'ai peut-être fait un... Non, c'est diapo la suivante, Sophie, s'il te plaît. C'est peut-être moi qui ai un... J'espère pas. Oui, budgété. C'est peut-être moi. C'est sans doute moi qui ai fait un copier-coller malencontreux. Ce sera toiletté. Oui, alors sur le budgéter au mieux un essai clinique, sur les aspects importants à avoir en tête. Alors la liste, elle n'est absolument pas exhaustive, mais j'espère quand même qu'il y a les principaux points. Tout à l'heure, donc je parlais de catégorisation. Il y a le type d'étude, c'est est-ce que c'est interventionnel, est-ce que c'est observationnel, est-ce que c'est sur uniquement de la donnée, etc. La durée totale, je viens d'en parler. Et la durée totale de l'étude, il faut l'envisager pas simplement au moment de la rédaction, enfin si, c'est dès la rédaction du protocole, mais aussi, c'est pas à la fin du projet, mais c'est jusqu'à la publication des résultats. Donc on n'est pas simplement à regarder le temps de la phase de recrutement des patients et de leur suivi. Donc ça, c'est important parce qu'il va falloir le traduire en temps passé de toutes ces différentes phases. Dans le budget, il y a aussi à prendre en compte le nombre de pays, le nombre de centres, en fonction de l'importance de votre essai clinique multinational. Il faut regarder aussi ces aspects-là. Donc, est-ce que vous avez besoin d'un nombre conséquent de patients? Ça va influer le nombre de centres concernés. Les aspects liés à l'investigation, notamment, là aussi, on retrouve entre autres des aspects liés au temps passé, le temps passé des médecins, etc. Autre aspect peut-être plus large, la coordination du projet et le management du projet, mais je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je suis sûre que Pauline Guyon va en parler. On va aussi parler des aspects précédents, mais c'est un aspect très important. Et tous les aspects liés aux activités centrales, comme le data management, les rapports de sécurité quand il y a des incidents à rapporter, etc., liés à l'essai. Tous ces éléments-là, il faut y réfléchir et que ça se traduise de manière budgétaire également. Diapo suivante. Ouais. Et élément très important, et je pense que là aussi, peut-être que Pauline va en reparler, je suis persuadée que vous êtes rompu au montage d'essais cliniques national et sans doute international. Mais là, quand on est dans un projet européen, en tout cas quand on répond à Horizon Europe, on est forcément multinational, ou quasiment. Et donc, ce qui est important, c'est de se dire que ce qui est fait en France n'est pas complètement identique dans les autres pays européens. On aimerait, les règlements tendent à cela, mais il peut subsister quand même un certain nombre de spécificités en fonction des pays, ne serait-ce que les coûts liés à l'investigation. Par exemple, les coûts de soumission aux autorités. En France, il n'y a pas de coûts à payer aux autorités, mais dans d'autres pays, c'est le cas. Les coûts d'assurance, ils peuvent varier
d'un pays à l'autre. Et donc, quand vous avez à assurer, vous déléguez la promotion d'un essai clinique, d'une étude clinique dans un autre pays, quand je dis vous, je considère que vous êtes par exemple le promoteur de l'essai clinique, vous France, le promoteur de l'essai clinique, et donc c'est délégué à certains pays, et donc les assurances sont prises par pays. Les coûts ne sont pas les mêmes. Pareil, les coûts horaires des ARC, des infirmières ou des chefs de projet ne sont pas les mêmes. Donc il faut quand même prendre en compte tout ça. Et ces variations significatives, elles ne sont pas du tout anodines. Enfin, ce que je disais déjà un peu précédemment, il ne faut pas sous-estimer, et j'aurais tendance à conseiller à avoir en tout cas, d'être assez généreux dans la constitution du budget, même si on sait très bien qu'on ne doit pas dépasser une certaine enveloppe par projet européen. Mais encore une fois, si vous êtes trop juste, et je pense que ce sera souligné tout à l'heure, si on est trop juste, ça peut vraiment mettre à mal l'étude en tant que telle. Peut-être pas au démarrage parce que le budget est là, mais si en cours de vie d'études, il y a des changements X ou Y, et on pourra en reparler aussi tout à l'heure, qui s'opèrent, et que vous retrouvez à les mettre en place, la fin de votre étude, elle peut être totalement compromise. Et on pourra le réévoquer tout à l'heure. Diapo suivante. Donc, nécessité de préparer au mieux ces budgets, ça c'est important, et je réinsiste lourdement dessus. Voilà, il y a vraiment une discussion nécessaire à avoir entre tous les partenaires qui se positionnent dans le projet européen. Alors, les partenaires bénéficiaires, les centres qui font de l'inclusion de patients, voire aussi des sous-traitants. Tout ça, il faut vraiment que ce soit très clair sur qui fait quoi et à quel degré c'est fait. Et tout ça, bien sûr, à voir pendant la phase montage. Et donc ça, je l'évoquais aussi à l'instant. Un budget, il peut évoluer pendant la durée du projet. Donc, je sais que ce n'est pas facile de se dire, de travailler comme ça de manière très en amont. Je pense que vous le savez, on fait de la recherche. Par définition, il y a toujours des choses qui peuvent être imprévues, mais un budget, il peut aussi évoluer en cours de vie de projet, en cours de vie de l'ensemble du consortium, et avoir des impacts. Alors ça peut être de l'ordre d'un taux de recrutement de patients qui est faible, du coup, qui est faible chez certains partenaires, mais qui peut être plus fort chez d'autres. Ça arrive. Il y a des conséquences à prendre en compte. Le budget peut aussi, ça peut être une des causes de l'évolution du budget en cours de vie de projet. Des modifications peuvent avoir lieu par rapport aux bases de données. J'insiste aussi sur l'importance de savoir qui possède quoi en termes de base de données, comment les données sont amenées sur une base qui est créée, etc. Enfin, il y a vraiment des enjeux là liés à de la propriété intellectuelle. Je n'ai pas insisté aussi là-dessus, mais c'est un des points aussi à avoir en tête quand on prépare son projet européen, etc. Diapo suivante. Et là, je laisse complètement la main à Pauline. Alors, je ne sais pas si Sophie, tu peux changer de PowerPoint parce que Pauline va intervenir sur son propre PowerPoint. Catherine, je te propose de te donner les questions, en fait, Ah oui. sur la partie générale.
Ouais. Il y a une question de Séverine Abarmatic. Elle nous demande si les templates études cliniques reçoivent-ils une évaluation par des experts différents, spécifiques, ou est-ce que ce sont les experts évaluateurs sollicités pour l'ensemble du projet? C'est une très bonne question. Moi, je sais que pour la partie éthique des projets, c'est des experts différents, Ouais. mais et j'imagine que pour la partie études cliniques, ça doit être pareil, mais je ne pourrais pas l'affirmer. Je pense que c'est les mêmes experts. Ben, j'aurais tendance à dire comme Sophie, mais il faut peut-être qu'on vérifie ce point, nous, PCN Santé. Je ne sais pas si Virginie, elle est là, si elle a la réponse, mais enfin, vu que c'est des essais cliniques obligatoires, dans les experts, il y a des experts des essais Ouais. cliniques. Enfin, donc, je pense Je pas que dirais ça aussi. Hein. ça fait pas l'objet d'une évaluation séparée. Ouais, bon. Oui, je confirme, Sophie. Il n'y a pas d'évaluation séparée sur ces templates. Bon, alors c'est les mêmes. Alors, une autre question. Faut-il prévoir dans le projet européen que la totalité des résultats de l'étude soit disponible avant la date de fin officielle du projet? Pour moi, non. Pour moi, non. Parce que c'est impossible. Enfin, on peut pas tout avoir dans le. Il y a pas mal, enfin, en tout cas, moi, j'ai eu l'expérience par le passé de résultats qui sortaient après la fin officielle du consortium, hein. J'entends vraiment le projet européen en tant que tel dans lequel s'inscrit un ou plusieurs essais cliniques. Et Pauline pourra sans doute nous en parler dans quelques instants, mais les derniers résultats, en tout cas liés à Fairpark, c'est maintenant, alors que le projet est fini depuis quelques semaines, quelques mois. Donc c'est pas une obligation de sortir les résultats juste avant la fin officielle du projet, hein. Oui, Pauline Guyon, Catherine, je me permets d'intervenir. Ouais. Bonjour à tous. Pour répondre à cette question sur la disponibilité des résultats à la fin d'un essai clinique, à la fin du projet, en fait, tout dépend de la manière dont vous avez rédigé le projet et si les résultats sont un livrable à soumettre à la Commission européenne, en fait. Et à ce moment-là, l'idéal, c'est que les résultats soient disponibles à la fin du projet. Alors, il est vrai que dans Fairpark, c'est notre dernier livrable, la publication du premier article. Mais bon, on est en retard sur ce livrable-là. Et donc, on va devoir en informer la Commission européenne et justifier de la raison de notre retard. Mais nous, lors du montage de notre projet, on a mis comme dernier livrable la publication de l'article principal de l'essai clinique. Merci Pauline, très clair. Alors, j'ai une autre. Pardon. Bonjour à tous, c'est Pauline Lao, cette fois, de Nice. Pour appuyer ce que vient de dire Pauline, quand on écrit un protocole de recherche clinique, il y a toute une partie sur l'analyse statistique qui doit être intégrée. Donc ça sous-entend que dans l'étude clinique, on doit faire l'analyse statistique des résultats de l'étude. Et donc ça sous-tend qu'à la fin de l'étude clinique, donc justement, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Catherine, l'étude clinique, ça ne comprend pas que le recrutement des patients, ça comprend aussi l'analyse des résultats. Donc, ça sous-tend qu'on a analysé les résultats normalement à la fin de l'étude clinique. Après, c'est sûr que dans la réalité, souvent, il y a du retard. C'est très juste. Alors, je vais lire une autre question. Est-ce que les centres investigateurs doivent obligatoirement être confirmés au moment du montage? Alors, c'est juste, oui, c'est juste inclusion de patients. Pour moi, oui. Après, tout dépend du statut qu'on leur donne, parce que, et là, je sais que j'ai mes collègues du PCN juridique et financier dans la salle virtuelle. Ouais, tout dépend, mais
Non, je vous dis des bêtises. Pour Horizon Europe, il me semble qu'on doit lister l'ensemble, même si les centres investigateurs sont considérés comme sous-traitants ou tierces parties. Et là, je parle un peu en ayant en tête cette... Ouais, Ingrid. Alors, les sous-traitants doivent être indiqués parce que tout ce qui est budget alloué à de la sous-traitance au sens subcontracting doit être explicitement approuvé par l'autorité d'octroi. Donc, vous avez forcément une ligne budgétaire qui est dédiée là-dessus dans le tableur Excel que vous remplissez lors de la phase de proposition. Et le recours à un sous-contractant, hein, quel qu'il soit, hein, pas seulement en matière de santé, doit toujours être justifié dans la proposition. Donc ça déjà, on traite le cas du subcontracting dans ce cas-là. Tout ce qui est partenaire associé, tierce partie liée, entité affiliée doivent effectivement être identifiés aujourd'hui à la phase de proposition, puisque ceux d'entre vous qui ont déjà déposé des propositions se sont vus demander les informations sur les entités affiliées, les partenaires associés, etc. Je souligne que le PCN juridique et financier dont je fais partie a organisé un webinaire sur les parties tierces, donc entités affiliées, partenaires associés, sous-traitants, etc., qui est en ligne, hein, c'est en replay sur le site également. Je pourrais vous mettre le lien dans le chat si vous voulez. Hein. C'est plus rapide d'aller là-bas plutôt que je vous explique les différentes catégories, parce que là, on va y passer un peu de temps. Je vous renvoie sur ce webinaire, et si vous avez d'autres questions là-dessus, il n'y a pas de souci. Hein. Bonjour, vous pouvez Catherine. nous écrire. Bonjour à tous, c'est Fanny. Là, je me permets de compléter. Merci Ingrid du coup pour la réponse. Effectivement, en fait, si vous voulez en résumé, pour le dire, le dire autrement, du moment que les personnes ont vocation à recevoir du financement de la part de la Commission européenne, effectivement, il faut qu'ils soient liés dans le contrat, donc soit en étant directement bénéficiaire, soit avec les options que vient lister ma collègue Ingrid. Voilà. Et attention, un warning, le subcontracting, il ne faut pas que les personnes soient listées nommément dans les propositions de base, puisque voilà, il y a effectivement un lien commercial et du coup, il faut laisser la place à une mise en concurrence en bonne et due forme, ce que sous-entendait Ingrid à l'instant, en fait. Voilà. Merci Fanny. Après, peut-être que j'ouvre une boîte de Pandore en disant ça. Très souvent, ou assez souvent, en fait, les centres d'inclusion de patients font vraiment que de l'inclusion de patients. Ils sont rattachés très souvent aux promoteurs ou à l'hôpital, si ce n'est pas la France, en Europe. Et là, en fait, il y a un contrat qui existe entre le promoteur ou le promoteur délégué et en fait, les hôpitaux entre eux ne font pas un appel à concurrence. En fait, ils travaillent avec les hôpitaux, enfin en tout cas avec les centres d'inclusion avec lesquels ils ont l'habitude de travailler. Donc ça, c'est une vraie spécificité, je pense, de la recherche clinique. Et très régulièrement, on a des questions sur ces points précis. Et alors, si il faut les mettre en concurrence, c'est très délicat aussi. Donc, je ne sais pas, et je pense que ça aussi, c'est peut-être un point que vous avez aussi régulièrement en question, Ingrid ou Fanny, sur ce point-là. Alors, du coup, oui, sur ce point-là, peut-être qu'alors, ce n'est pas le subcontracting qui est une catégorie de tierce partie qui existe, qui est la plus appropriée. Moi, je n'aurais pas tendance, effectivement, à conseiller forcément celle-ci. Parce que pour les accords de collaboration, ce n'est pas ce qui est, à mon avis, le plus souhaitable. Mmh. Je plus sois, comme dirait. Tant juriste, si c'est un accord de collab, c'est pas un accord de commercial. Vous voyez. Ouais. Dans ces cas-là,
sauf si vous êtes dans ce que j'appelle la vente collaborative, qui est très pratiquée entre établissements publics. Mais si vous êtes entre établissements publics, à la limite, les règles de la commande publique vous êtes dans l'exception. Donc là, je dirais, oui, ça peut passer, mais parce que vous rentrez dans une exception où vous pouvez vous épargner la mise en concurrence. Ouais. Mais faut éviter, quoi. Le plus simple encore, c'est de le mettre en bénéficiaire, quoi, hein. Il se fait rembourser ses coûts éligibles et puis voilà, hein. Mais si c'est un prestataire, enfin si c'est une entité privée, là c'est pas de la collab normalement, hein. Ouais, ouais. Enfin, rarement. Non, très souvent les centres d'investigation, enfin les centres recruteurs sont publics, hein. Après, peut-être que d'autres personnes dans la salle ont d'autres exemples, mais moi en tout cas, c'est principalement ces exemples-là que j'ai expérimentés. Si je peux me permettre d'intervenir, Oui. Pauline Guyon, donc dans le cadre de Faire Parc, là je vais vous parler au niveau des centres français. En fait, c'est une question qui s'est posée et qu'on a posée au moment du montage, savoir comment, si on devait passer par les règles, respecter les règles de la commande publique pour traiter avec nos centres d'investigation clinique. Tous nos centres d'investigation clinique en France étaient des centres publics. Donc, il y a ce qu'on appelle, nous, on leur a transmis des questionnaires de faisabilité pour justifier leur sélection, donc de la faisabilité sur l'étude principale, mais aussi sur les études, les sous-études, comme on va les appeler, c'est-à-dire en imagerie, en biologie et tout ça. Et donc, on s'est appuyé sur ces questionnaires de faisabilité pour justifier notre choix. Mais comme disait tout à l'heure, excusez-moi, je me souviens un peu le prénom, mais il y a, au niveau juridique, nous, on s'est appuyé sur la mutualisation horizontale de services publics, en effet, car l'argent était public et était reversé ensuite à des entités publiques. Donc, on s'est appuyé derrière, on s'est appuyé sur ce fondement juridique pour dire que on n'avait pas à mettre en place un marché pour choisir nos centres participants. En revanche, à titre d'exemple, de contre-exemple plutôt, certains de nos partenaires dans le cadre de Faire Parc ont mis en place un marché public pour choisir leurs centres participants. C'était le cas en Espagne et au Portugal, si mes souvenirs sont ou en Allemagne, je ne sais plus, Portugal ou en Allemagne, je ne sais plus, excusez-moi. Donc, merci Amélie. En Allemagne, pour sélectionner leur centre participant. Donc, ça aussi, on dira tout à l'heure en termes de temporalité, c'est aussi à prendre en ligne de compte quand vous avez l'information, quoi. Ouais. Oui, tout dépend du tissu, on va dire, économique de ce marché-là au niveau local. Oui, et le contrat entre pouvoir adjudicateur, donc entre établissements publics, structures publiques soumises à la commande publique, est une des exceptions à la règle de mise en concurrence. Mais encore une fois, il faut y aller avec prudence parce que c'est une réglementation fortement, très, très détaillée et assez précise, hein. Donc là, c'est quelque chose qu'il faut clairement vérifier et c'est ce que vous avez fait. Et excusez-moi d'intervenir, j'aurais besoin, Cécile Bach, le projet gérante. Pauline, j'aurais besoin d'un petit complément d'information par rapport à ce que vous avez dit. Sur quelle ligne budgétaire européenne vous avez mis les sous-traitance? Voilà, très bien, merci. Ok. Catherine, tu as d'autres mains levées, Amélie Michon? Oui, je pense que c'était dans la lignée de ce que disait Pauline, Amélie. Ouais, alors moi c'est plus parce que j'ai pas de background juridique, donc moi c'était plus sur le côté proposal et faisabilité. Je pensais que c'était important de souligner que si vous avez déjà sélectionné vos centres lors du montage, c'est extrêmement important de les mentionner, ou en tout cas de lister les centres que vous avez sélectionnés, parce que du coup en termes de faisabilité sur Horizon 2020, il y a eu quand même beaucoup de difficultés en termes de recrutement et d'ouverture des centres sur les projets cliniques qui ont été financés. Donc la commission va être pour Horizon Europe extrêmement vigilante, elle nous l'a dit à plusieurs reprises, sur la faisabilité et le recrutement. Donc du coup, le choix des centres et la liste des centres, c'est un élément important et ça fait partie du plan de... Il y a une section qui s'appelle le Mitigation Plan, dans lequel il faut vraiment expliquer comment les centres ont été choisis et si finalement ils ne participent plus, comment vous allez faire, etc. Donc, je vous conseille vraiment de passer du temps sur ces aspects pratiques-là. Et c'est vraiment important de les avoir choisis le plus tôt possible. Merci Amélie.
Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. S'il n'y en a pas, on peut enchaîner avec. Juste une précision, vous Ouais. pouvez les indiquer et les identifier quand vous les avez déjà sélectionnés d'une façon conforme. C'est-à-dire, dans certains pays, c'est le recours à la mise en concurrence systématique. Ça veut dire que la Commission veut que vous anticipiez l'implication de ces centres dans le projet, pour pas ensuite subir de délai. C'est tout. C'est comme ça que je le vois. Après, s'ils ont déjà été sélectionnés parce que dans certains pays, il y a un marché cadre qui a déjà été passé, ou en France, on a la mutualisation de services publics, bah, vous pouvez les citer, ils sont déjà connus. Mais en revanche, quand vous les identifiez pas, en revanche, il faut juste les identifier d'un point de vue budgétaire, au moins d'un point de vue financier. Merci Ingrid. Vania, y a-t-il d'autres questions dans le chat? Non, ça va. Ok. Eh bien Sophie, je veux bien la présentation de Pauline et Amélie, si c'est possible. Je charge ça. Merci. Allez-y, hein, parce que ça arrive. Ouais. D'accord. Donc, en attendant la présentation à vous partager, donc je vais me présenter. Je vais laisser Amélie également se présenter. Donc, je suis Pauline Guyon. Je suis le chef de projet Faire Parc 2. Donc, c'est un projet européen qui a commencé en 2015 et qui s'est achevé en octobre 2021. Donc, comme vous allez pouvoir le constater dans ce projet, il avait une particularité, et je pense que ça a été une de ses clés de réussite, c'est que c'est un projet qui a été très collaboratif. Collaboratif dans le sens où on a travaillé de concert et très, très fort avec Écrin. C'est la raison pour laquelle, avec Amélie, on présente ensemble cette présentation. Et aussi avec Inserm Transfer dans la part du management du projet européen et de la relation avec la Commission européenne. Donc, je profite de cette occasion-là aussi pour remercier Écrin et tout particulièrement Amélie, mais aussi tous les CTU. Les CTU, ce sont les arcs, pour parler en français, selon les arcs impliqués dans les pays européens. Donc, et puis Inserm Transfer avec Delphine Smag et Stéphanie Lenaour, que je remercie beaucoup de nous avoir aidés dans le cadre de ce projet-là. Donc moi, j'ai un passif des antécédents de juriste. J'étais juriste pendant 6 ans à la recherche, et puis ensuite j'ai eu l'occasion de pouvoir être le chef de projet de cette étude-là. Amélie, je te laisse te présenter si tu le souhaites. Oui, du coup, Amélie Michon, donc je suis pharmacienne. Je travaille pour Écrin depuis décembre 2012, donc ça fait 9 ans maintenant. Et du coup, principalement en charge de toutes les questions relatives à la mise en œuvre d'essais cliniques multinationaux. Et du coup, j'ai participé au montage et au suivi de Faire Parc du coup de ce projet-là, et j'étais en charge de la coordination de tous les services fournis par Écrin dans les pays européens. Donc, on a travaillé en binôme avec Pauline pendant 5 ans, même plus 6 ans, sur ce projet-là. Voilà. Alors, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet et vous présenter donc la partie montage de Faire Parc 2. Donc, l'objectif, c'est de partager ensemble notre retour d'expérience sur le projet Faire Parc 2 qui est maintenant terminé, et on va attirer votre attention sur les étapes clés du montage. Comme on vous a dit à l'instant, c'est que c'est une présentation conjointe, parce que si on est arrivé
à ce résultat-là dans un temps, je ne vais pas dire éclair, mais dans le temps escompté en tout cas. C'est grâce à cette collaboration avec Écrin et on a pu mettre en commun notre expérience, nos points de vigilance pour peut-être éviter certains écueils dans lesquels on aurait pu tomber. Et puis ensuite, on pourra, l'objectif est de discuter, de trouver des solutions à des questions qui pourraient intervenir. On peut passer à la slide suivante. Et en fait, la slide suivante, on va vous présenter le projet, donc vous indiquer l'objectif et tout, et la phase de préparation de l'action, enfin de Faire Parc 2. Alors, le projet en soi, évidemment, comme on nous a demandé d'intervenir, eh bien, c'est un projet avec un essai clinique. Dont l'objectif était de démontrer pour la première fois qu'un traitement expérimental, en l'occurrence la défériprone, pouvait ralentir la progression de la maladie de Parkinson. Donc là, vous avez l'intitulé du call PHC 13 2014. C'est l'intitulé du call auquel l'hôpital de Chute-Lille a répondu en tant que coordinateur. Donc c'est un essai clinique avec 15 partenaires. Nous avions 24 sites participants répartis dans 8 pays. Le coordinateur était le Chute-Lille avec le professeur David Devos. Le Clinical Project Manager, c'était moi-même, et on travaille en collaboration étroite avec Inserm Transfer, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui a pour rôle de prendre en charge toutes les relations avec la Commission européenne, et on travaille ensemble pour valider les reports, par exemple, je vous dirais, on a dû faire quelques demandes d'extension, on les a travaillées ensemble avec Inserm Transfer, et voilà, ça aussi c'était un travail collaboratif très important pour arriver à nos fins. Donc ça a été financé à hauteur de 6 millions, donc le projet dans sa globalité. 6 millions ont été partagés entre les différents partenaires, et on a été relativement bien noté par la Commission européenne, puisqu'on a reçu une note de 14,5 sur 15 pour ce projet-là. Donc si vous voulez découvrir un petit peu plus Faire Parc, je vous invite à aller voir le site en ligne qui vous présentera l'étude, les différents partenaires et l'objectif de ce projet clinique. On peut passer à la slide suivante. N'hésitez pas, si vous avez des questions. Alors, ça, c'est une slide qui est relative à l'organisation en Work Package du projet. Donc, comme vous le savez tous, le projet est divisé en différents Work Packages. Là, on va le voir de manière plus précise dans les slides ultérieures, mais vous pouvez voir qu'il y a deux Work Packages qui sont dédiés à l'essai clinique. En l'occurrence, le Work Package 2, qui était vraiment les missions du promoteur. Donc, évidemment, c'était le Chute-Lille qui était Work Package Leader du Work Package 2. Et puis, le Work Package 3, en fait, c'est ce que j'appellerais l'investigation. Toutes les tâches d'investigation liées au protocole d'essai clinique. Et ensuite, donc, vous voyez le Work Package 4, les biomarqueurs, et le WP5 qui sont relatifs à des sous-études. Le Work Package 1 qui englobe tout le projet Faire Parc 2 relatif à la coordination pour lequel nous avons travaillé avec Inserm Transfer. Et enfin, le WP6 aussi sur les communications, la dissémination avec l'aide d'Inserm Transfer et d'un des partenaires qui était Work Package Leader. On peut aller à l'autre slide, s'il vous plaît.
Donc là, pour faire écho à ce que Catherine présentait tout à l'heure sur l'importance de choisir ses partenaires et l'importance de choisir les membres du consortium et de leur attribuer la bonne qualité. Dans Faire Parc 2, nous avions 15 partenaires, donc bon, c'était un bon consortium. Ces partenaires ont été choisis en raison de leurs compétences, mais aussi de leur expérience dans les projets européens. Et puis, comme je vous ai dit en introduction, Faire Parc 2, c'est un projet très collaboratif dans le sens où c'est un projet qui s'appuie sur des réseaux en place et des réseaux, par exemple en France, qui sont très très importants au niveau du Parkinson et qui nous ont permis de choisir nos partenaires. Donc pour les sous-traitants, on est en droit de sous-traiter certaines tâches qui sont nécessaires à la réalisation de l'action. Nous, par exemple, dans Faire Parc 2, on a sous-traité la randomisation, donc l'IWRS des patients. Donc pour ce faire, on a bien respecté la règle de la commande publique et donc on a choisi notre sous-traitant. Là, au vu du montant, on était en droit de solliciter 3 devis et donc de choisir le moins disant. Et donc il y avait donc les Link Third Party et Link and Contribution. Nous, dans notre côté, au niveau du CHU de Lille, on n'a pas fait appel à ce genre de third party. Donc je ne pourrais pas trop m'étendre sur le sujet pour partager avec vous des expériences par rapport à ces tierces parties. On peut aller à la slide suivante. Donc, l'objectif, c'était d'inclure l'étude clinique dans les différentes work packages. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On a 2 work packages qui ont été dédiés à l'étude clinique. Le work package 2 qui était relatif aux tâches du sponsor. Donc, c'est là où on a travaillé très, très fort avec Écrin et avec tout le réseau d'Écrin parce que, en effet, le CHU de Lille était promoteur de l'étude, mais on a mis en place des contrats avec Écrin relatifs à la délégation de promotion et donc à la réalisation de l'essai clinique dans les différents pays. Donc ça, nous, le CHU de Lille a contractualisé avec Écrin et ensuite Écrin a contractualisé avec ses différents CTU. N'hésite pas, Amélie, à intervenir hein, si c'est nécessaire. Et donc pour notamment tout ce qui est la phase de soumission réglementaire et ensuite soumission réglementaire, monitoring et tout ça. Donc ça, c'est une phase importante à estimer lors du montage du projet. Parce que ceci a des conséquences notables sur votre budget. Comme disait Catherine tout à l'heure, plus il y a de centres, plus il y a de coûts. Prendre aussi en considération que, par exemple, en Allemagne, toute soumission réglementaire a un coût, chose, par exemple, qu'en France, on ne pratique pas. À titre d'exemple, nous, en Faire Parc a eu de nombreux amendements. Donc, si nous, au niveau français, entre guillemets, ça ne nous gênait pas aux entournures pour le financement, ça s'est révélé un petit peu plus contraignant en Allemagne, puisqu'on a été un peu ric-rac à ce niveau-là. Il y a aussi le monitoring, le plan de monitoring, c'est aussi un grand sujet. Là encore, à titre de retour d'expérience, pour Faire Parc, on avait un ICRF très complet, avec beaucoup de données à rentrer. Et puis, on était sur un plan de monitoring avec un monitoring à 100% des données. Il s'est avéré que le promoteur a sous-estimé largement son plan de monitoring.
supplémentaires. Donc ça aussi, ça a des conséquences au niveau du budget. Alors, rien n'est figé parce que certaines lignes sont fongibles, mais voilà, ça prend du temps à discuter et avec le réseau, là en l'occurrence avec les CTU, pour certains c'était possible, pour d'autres c'était plus compliqué. Donc c'est vraiment un pan de dépenses à prendre en considération. Le data management aussi, là à titre d'exemple au CHU de Lille, on a pris le parti de... Vous m'entendez toujours ? Oui, on entend. Oui. Il y a une Ok. coupure de quelques secondes. Au CHU de Lille, en ce qui concerne le data management, comme là on a dit tout à l'heure que c'était important dans le cadre de l'essai clinique où il y a un pan relatif à l'analyse statistique. Qui dit analyse statistique dit données à analyser. Donc nous, au CHU de Lille, on a pris le parti de financer un data manager pendant la durée de l'essai clinique afin de nous assurer de la disponibilité du personnel et que la personne soit au rendez-vous quand on aura besoin d'elle. Voilà, et ça s'est avéré très bénéfique puisque au moment où il a fallu faire le nettoyage de la base de données avant le gel de base, on a pu compter sur la personne qui était dédiée à nos questions et qui sollicitait les centres quotidiennement pour pouvoir avoir les réponses aux queries, pour pouvoir faire la chasse aux données incohérentes et tout ça. Donc ça, c'est aussi quelque chose à prendre en compte lorsque vous allez faire un budget dans une étude clinique. Ensuite, le deuxième work package dédié à l'essai clinique, c'était tout ce qui était relatif à la part d'investigation, donc la sélection des sites, comme je vous ai dit tout à l'heure, en fonction nous on l'a fait en fonction de différents questionnaires de faisabilité qui ont été envoyés à chacun des centres. Donc, on a pu en fait s'appuyer sur ces réponses pour choisir nos centres participants, mais aussi en fait au réseau qui était préexistant. C'est aussi super important parce que, grosso modo, ça mâche un peu le travail en amont. On a travaillé dans ce work package-là, on a travaillé avec FCRIN aussi, qui nous a beaucoup aidé, qui a permis de mettre en place un suivi du recrutement très important, parce que, bon, à titre d'exemple aussi, là, dans Fairpark, on a eu des petits soucis au niveau du recrutement, parce que c'était une population particulière, c'était des patients de novo qui n'avaient pas de traitement et qui devaient rester sans traitement pendant 9 mois, tout au long de leur participation à l'essai clinique. Donc, c'est très compliqué. Donc, on a eu pas mal de sorties d'études et puis on a eu parfois des difficultés à inclure les patients parce que c'était difficile pour eux de participer à cette étude avec le fait qu'il n'y ait pas de traitement pendant 9 mois. Donc là, voilà, FCRIN nous a beaucoup aussi aidé à mettre en place des TC régulières avec les centres, savoir ce qui bloquait pour le recrutement. On a pu aussi compter sur un coordinateur qui était très disponible et présent à chacune de ces TC et présent aussi à chacune des questions des centres participants pour pouvoir garder la dynamique d'inclusion. Et les site training, donc en fait, c'est le promoteur qui a entraîné tous les ARC, tous les CTU à l'essai clinique, donc avec les documentations de l'essai clinique, avec le monitoring et avec tous ces aspects-là relatifs aux tâches du promoteur. Alors, là, je vois une question à côté qui a procédé au monitoring. En France, c'est le CHU de Lille qui a fait le monitoring des centres français. Et ensuite, pour le reste de l'Europe, on a travaillé avec ECRIN et ce sont les ARC et les CTU qui ont procédé au monitoring dans les différents centres européens. Si on n'avait pas collaboré avec ECRIN, vraiment, je suis sûre qu'on n'aurait pas réussi à mener à bien cet essai clinique de manière aussi réactive. Donc voilà, on n'a qu'à se louer de cette collaboration. Et je recommande vivement, dans le cadre des projets européens, de travailler avec ECRIN
pour s'assurer d'un suivi au couteau de l'activité réalisée dans les différents pays. Parce que moi, ça m'a permis, en tant que chef de projet, d'avoir une très bonne visibilité sur tout ce qui a été réalisé grâce à des conférences téléphoniques mensuelles avec tous les CTU et avec des appels téléphoniques quasi quotidiens, un moment avec Amélie. Donc, si on continue de vous présenter l'essai clinique, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y avait des work packages qui étaient dédiés aux sub-studies. Un au management, donc ça c'est le travail que l'on fait avec le management du projet et non pas le management de l'étude. En effet, c'est différent. Donc le management du projet, c'est la relation avec la Commission européenne, vos différents periodic reports, avec la partie financière et la partie scientifique. Donc ça, c'est la partie avec laquelle nous avons, pour cette partie, on a collaboré avec et on collabore encore aujourd'hui parce qu'on est sur notre dernière partie, sur notre dernier reporting avec INSERM Transfer. Et enfin, le dernier Work Package qui était dédié, le Work Package 6, à la communication, à l'exploitation des résultats. Voilà. On peut aller à la slide suivante. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet sur la phase de réponse à l'appel à projet. Donc, voilà, on vous a fait une espèce de ligne de temps avec les différentes étapes clés de cette réponse, de cette phase de réponse à l'appel à projet. Donc, la première étape, c'est la lettre d'intention. En décembre 2013, comme vous pouvez le voir, et comme je ne cesse de le répéter, il y a eu une série de réunions très, très fréquentes avec les différentes parties prenantes, donc c'est-à-dire le coordinateur, donc David De Vos, le CHU de Lille. Au niveau du sponsor, c'est l'équipe montage de projet du CHU de Lille qui a été très, 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 très impliquée dans cette phase-là avec Florence Nosal, qui a pris le taureau par les cornes et qui a dirigé aussi cette phase de réponse à l'appel à projet avec l'aide d'Écrin et aussi avec l'aide d'INSERM Transfer à ce moment-là. Donc là, comme on vous a dit tout à l'heure, il fallait bien identifier les tâches qui allaient être à la charge du sponsor, à la charge d'Écrin et à la charge des différents sites, notamment pour identifier la qualité de chacun des intervenants, bénéficiaires, third party, etc. Donc, on a aussi indiqué la liste, on a pré-identifié la liste de nos centres participants. Et puis, on a aussi anticipé et identifié les délais au niveau de l'étude. Quand je vous parle de délais au niveau de l'étude, ça peut être ce sont les délais relatifs notamment aussi aux missions réglementaires et au délai d'obtention des réponses. Alors, à titre d'exemple, de précision plutôt que d'exemple, nous, dans ce cadre-là, c'était avant la mise en place du règlement européen. Donc, on a fait la procédure de VHP qui était applicable à ce moment-là, et donc ce qui nous a fait gagner du temps. Donc, on a rédigé la lettre d'intention qui a été revue par tous les partenaires. Donc, en mars 2014, on l'a soumise et en mai 2014, on a pu avoir la réponse positive de la part de la Commission européenne. Donc, vous voyez, autant il y a pu avoir en termes de manpower, il y a pu avoir une très forte implication à partir de décembre 2013 pour mobiliser tout le monde. Et puis après, de décembre 2013 à mars 2014, il y a eu un petit creux. Et puis pour mieux rebondir ensuite, une fois qu'on avait eu la réponse positive de la Commission européenne. Donc, on peut continuer. Merci beaucoup. Donc, une fois qu'on a la réponse positive, on passe à la seconde étape. Et puis, on est parti pour la rédaction complète du proposal.
Donc là encore, des rencontres régulières avec le coordinateur, le sponsor et CRIN pour finaliser la task delegation list. Donc là, c'est ce dont vous parlez tout à l'heure, savoir ce qu'on demande à ce qui soit réalisé par les CTU dans les centres. Discuter, là j'avais anticipé, pardon, mais de la soumission, de la stratégie de soumission de l'essai clinique aux autorités compétentes nationales. Donc nous, maintenant, on n'est plus à la mode parce que il faudra utiliser le règlement européen qui, normalement, devrait faire gagner encore plus de temps. Définir le niveau de monitoring. Bon, je vous ai fait part du retour d'expérience par rapport à cette importance par rapport à l'importance de ce point-là. Ensuite, il y a quelque chose qui prend aussi beaucoup de temps, ce sont les différents contrats à mettre en place dans le cadre des projets européens. Parce que, par exemple, encore les contrats, je trouve, entre le sponsor et CRIN et les CTU n'ont pas été très longs à mettre en place, mais ce qui a pu être plus long, ça a été les contrats entre les CTU et parfois les centres participants pour des questions financières ou autres. Donc, c'est aussi à prendre en compte dans la temporalité de votre projet. Bon, comme vous pouvez le constater, la collaboration avec ces trois principaux partenaires, c'est-à-dire ECRIN, INSERM Transfer et le coordinateur, où c'est grâce à la disponibilité de chacun où on a réussi à répondre à l'appel à projet en définissant les tâches et les responsabilités de chacun des partenaires, décider comment implémenter l'étude clinique dans les 2 work packages considérés, et puis avec chacun des partenaires qui partageaient, qui avaient une expérience en termes de projets européens et puis d'essais cliniques, on a pu être le plus réaliste possible et mettre en place une gouvernance efficace pour le projet. Donc on peut aller à la slide suivante, s'il vous plaît. Donc ensuite, en mai 2014, on a le retour de la Commission européenne et là, on prépare le budget de l'étude clinique. Donc, encore une fois, là, on discute ensemble pour définir les flux financiers. On essaye au mieux d'anticiper les délais relatifs aux soumissions réglementaires. Et tout à l'heure, il y avait une question lors de l'intervention de Catherine relative au coût des sous-traitants dans les différents pays. Nous, dans le cadre de Faire par 2, c'est grâce à l'intervention et la collaboration d'ECRIN qu'on a pu savoir ces différents coûts, parce que c'est ECRIN qui connaissait par son réseau, qui connaissait ces aspects-là, et donc qui a pu faire un budget relatif à ces missions de promotion déléguée. Pauline, oui. Juste, Amélie, si je peux juste ajouter quelque chose sur le budget en dehors de la France, parce que souvent c'est ça qui est compliqué. Nous, on s'est chargé des aspects de budgéter les tâches du sponsor dans les pays hors France, et c'est les coordinateurs nationaux qui se sont chargés d'estimer l'équivalent, ce qu'on appelle nous les surcoûts hospitaliers. Du coup, c'est vrai que dans chaque pays, il y a eu un coordinateur national qui a été identifié pour préparer les budgets des coûts de l'investigation dans chacun des pays participants. Et ça a été aussi extrêmement utile. Tout à fait. Merci. Donc nous, en termes de budget, quand je dis nous, c'est au niveau du CHU de Lille, vu qu'on est coordinateur, il fallait qu'on s'assure d'avoir un budget disponible suffisant pour accomplir nos missions. Donc le data management, je vous ai expliqué tout à l'heure qu'on a pris le parti de financer un data manager pendant la durée de l'essai. L'équipe de statistiques aussi, c'est super important, comme on a dit tout à l'heure, puisque c'est pas le tout de faire un essai clinique, mais il va falloir analyser les résultats, les données pour avoir des résultats à communiquer. Donc, il faut aussi bien
leur prévoir un budget. Le CRB pour la biologie, nous, Faire Part, c'est un projet dans le cadre de l'essai clinique où il y avait beaucoup de bio de prélevés et analysés et une mise en place d'une collection biologique. Donc, il faut aussi identifier. Nous, là encore, on a pris le parti de financer un technicien dans le cadre du CRB. Et puis, la sélection de nos sous-traitants. Là, comme on a dit tout à l'heure, bon, il y a un peu de redondance, mais voilà. Nous, par exemple, au CHU de Lille, on savait qu'on était très perfectionniste dans nos marchés publics, en fait, dans la procédure de nos marchés publics. Et donc, on pouvait mettre un petit peu de temps à mettre en place cette procédure. Et c'est la raison pour laquelle on a décidé de confier cette mission à un autre partenaire, en l'occurrence INSERM, et c'était un contrat de sous-traitance avec le CEA pour l'harmonisation des IRM dans le cadre de l'essai clinique. Oui, Pauline? Vous m'entendez? Oui. Oui. Justement, en fait, j'ai une question justement sur ces aspects de sous-traitance et de marché public. Quand vous montez votre budget pour soumettre votre projet européen, vous vous basez déjà sur un devis, vous demandez déjà 1 ou 2 devis à droite à gauche pour avoir une estimation du budget de sous-traitance à intégrer. Et puis, si le projet est financé, là, vous lancez un marché public si on est dans les seuils nécessitant un marché public. Alors, pour l'IWRS, je vous réponds pour l'IWRS, on n'avait pas encore, au moment du montage, on l'avait estimé à la louche, mais on n'avait pas encore sollicité les 3 devis. On l'a fait après. Alors, on avait identifié le poste de sous-traitance IWRS, mais on n'avait pas, au moment du montage, sollicité les 3 devis. Moi, je l'ai fait après, une fois que au moment de la mise en place de l'essai clinique, quoi. D'accord, pour vous conformer. Oui. Et pour cette autre, par rapport au CEA, donc par rapport à l'harmonisation des IRM, bon, c'était un peu particulier, c'est parce que, bon, vous savez, dans le cadre des projets européens, les partenaires doivent être en mesure de remplir des feuilles de temps pour pouvoir être financés. Oui. Et le CEA, vu que ça l'est encore, je pense, avec beaucoup d'entités, au niveau des tutelles, et ils n'étaient pas en mesure de faire remplir à leur personnel des feuilles de temps. Donc, c'est la raison pour laquelle ils sont partis avec le statut de sous-traitant, excusez-moi. Ça aussi, ça peut être... C'est la raison pour laquelle nous, ils n'ont pas pu être partenaires, parce qu'ils n'arrivaient pas à faire remplir les feuilles de temps, parce que sinon, on les avait mis comme partenaires, mais ça, c'était pour eux une fin de non-recevoir. Donc, ils se sont retrouvés au statut de sous-traitant. Voilà. Alors pour la référence juridique sur l'exception au marché public, sur mon passif de juriste, j'appelle ça la mutualisation horizontale de services publics. Mais je laisse répondre les autres juristes qui ont certainement des connaissances plus à jour que les miennes sur ce sujet-là. Et donc en août 2014, c'était la date butoir pour la soumission de la seconde étape, donc une période très à propos pour le coordinateur et puis pour toute l'équipe qui a travaillé sur ce montage de projet en mi-août, où tout le monde est très disponible. Et donc, nous avons l'équipe a pu répondre avec leur coordinateur et a soumis a répondu à la deuxième étape, de l'appel à projet. On peut aller à l'autre slide. Donc, en janvier 2015, on a eu le retour positif de la Commission européenne où il nous a été demandé de répondre à toutes les dernières questions en suspens. Donc, en fait, les compléments d'information. Et c'est une spécificité de la Commission européenne, c'est d'avoir toujours très, très peu de temps on a des délais très courts pour leur répondre. Et là aussi, on a pu réussir
à être au rendez-vous grâce à la collaboration et à la participation entre le CHU de Lille, tous les partenaires, INSERM Transfert, Écrin. Et en mai 2015, on a pu faire le kick-off du projet au CHU de Lille pour lancer avec tous les intervenants ce beau projet. Et l'occasion de se rencontrer tous ensemble à ce moment-là. On peut aller à l'autre slide, s'il vous plaît. Donc là, on va partager avec vous pour nous les messages les plus importants, qui nous semblent les plus importants et qui, selon nous, ont permis à Faire Parc d'aboutir. Donc c'est une grande communication et un grand échange entre le coordinateur David Devos qui s'est montré qui se montre et qui s'est montré vraiment disponible et à l'écoute des propositions qui ont pu être faites par chacun des partenaires. Le sponsor, le CHU de Lille, Écrin, INSERM Transfert et tous les partenaires impliqués qui étaient à l'aise pour faire part de leur point de vue, échanger faire part de leur expérience. Et donc, ça nous a permis de monter un projet, le plus réaliste et le plus réalisable possible. Et pour nous, c'est vraiment ça qui nous a permis de réussir le montage de Faire Parc. Donc là, on se répète sur l'implication du coordinateur. C'est aussi une clé de réussite. Je pense qu'avec un coordinateur moins disponible et moins impliqué, cela aurait été beaucoup plus difficile. J'ai toujours pu compter sur lui pour relayer les messages ou pour l'inclusion des patients et tout ça. C'est vraiment quelqu'un de très motivant et très disponible. Encore, on a réussi à s'appuyer sur des réseaux qui étaient préexistants. C'est aussi une clé de réussite parce que une grosse partie du travail était fait grâce à ces réseaux, notamment à la sélection des partenaires et des centres participants. L'implication d'Écrin, aussi une très grande clé de réussite dans ce projet, pour en fait que le projet puisse aboutir avec toute en connaissance de tout ce qui se passe dans les différents pays. Et c'est vraiment pour un chef de projet très aidant parce que on perd pas de temps à aller chercher dans la législation des différents pays parce que vous avez quelqu'un qui est disponible et qui la connaît et qui la partage avec vous et qui fait le job aussi. Et avec Amélie qui était là pour tout centraliser et avec qui on mettait au point, au clair très régulièrement et on mettait en place des conférences téléphoniques tous les mois avec les CTU. Et puis, il faut voir que, comme je vous ai dit tout à l'heure, la phase de préparation, il y a des délais qui sont précis. Il n'y a pas de possibilité de demander des délais supplémentaires. Donc, il faut vraiment compter sur la réactivité de chacun. Et nous, on a pu compter sur celle-ci. Et c'est la raison pour laquelle on a réussi à répondre présent lors de cet appel à projet. Voilà, donc là on vous a présenté la partie du montage de Faire Parc 2 et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser ou à revenir vers nous avec plaisir. Oui, moi j'ai une question. Enfin, c'est plus pour des aspects un petit peu pratiques parce que l'étude elle est formidable et du coup comment ça s'est passé? Est-ce qu'il vous fallait quand même recruter plus de 300 patients quand même sur Alors, ouais.
Et du coup, est-ce que vous avez eu des difficultés de recrutement? En plus, vous parliez de budget, mais ça représente, c'est vrai on a du mal à se faire une idée du budget que ça représente une telle étude. Est-ce que vous avez eu des amendements? Est-ce que vous avez enfin, voilà, plutôt une partie un peu plus concrète et votre retour d'expérience par rapport à cette étude? Alors, ouais, donc ça, c'est en effet, c'est la partie de la vie du projet. Alors, en effet, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on avait eu des problèmes de recrutement et qu'on a eu beaucoup de sorties d'études. Donc, il s'est avéré qu'en fait, le nombre de patients qui étaient disponibles en raison des sorties d'études était insuffisant pour avoir une force statistique nécessaire pour démontrer quelque chose. Donc, on a dû faire un amendement pour inclure un nombre de patients supplémentaires. Mais tout ça, on n'a pas eu de grante supplémentaire pour inclure les patients. C'était à ISO budget et donc il fallait bouger les lignes pour nous permettre des inclusions supplémentaires. La Commission européenne nous a accordé un délai supplémentaire, mais ne nous a pas accordé de fonds supplémentaires. Donc ça, on s'arrange pour bouger les lignes et retomber sur nos pieds. Donc on a pu compter sur sur la réactivité, sur l'implication des différents centres, mais bon, sans grande surprise. Et là, je vais encore envoyer des fleurs au coordinateur. C'est à Lille qu'on a inclus le plus de patients. On a inclus 65 patients à Lille. Donc, ça a mobilisé beaucoup de personnes parce qu'on a fait appel à des réseaux de neurologues, à des réseaux de médecins traitants libéraux pour que lorsqu'ils avaient des parkinsoniens de novo, ils leur fassent part de la réalisation de cette étude clinique et leur disent est-ce que vous souhaitez oui ou non participer à l'essai clinique faire part. Et à ce moment-là, ils nous l'adressaient. Oui, on a eu des problèmes de recrutement, on y a fait face et on a réussi à inclure les 378 patients et à les maintenir dans l'étude autant que se faire se peut. Merci. Et du coup, juste pour la question par rapport au budget, ça représente combien une étude aussi importante avec 8 pays, 24 centres Alors, vous me dites en termes d'investigation? Oui. Je ne pourrais pas parce qu'il faudrait que j'additionne tous mes coûts d'investigation de chacun à titre d'exemple. Alors là, à titre de précision, mais ça, je vais vous le dire uniquement pour les surcoûts investigation à Lille. Donc, on n'est que sur de l'investigation. Je ne vous parle pas de l'IRM, je ne vous parle pas de la bio et tout ça. Hein. On est vraiment que sur de l'investigation. On était aux alentours de 70 000 € pour l'inclusion de 65 patients. Et on n'est que sur de l'investigation. Et très bien. Et du coup, j'ai une dernière petite question. Parce que je vois que la FAIRPARC 1 a été référencée au niveau de Clinical Trial. Il n'y a pas FAIRPARC 2, il y a une raison? C'est pas normal. Parce que normalement, il est sur Clinical. C'est que c'est pas. Non, c'est anormal qu'il ne soit pas référencé sur Clinical Trial. Normalement, ça avait dû être fait. Je suis surprise. Parce que du coup, là, je vois effectivement FAIRPARC 1 et. Attendez, non, c'est du coup. Oui, si, c'est bon. C'est juste effectivement, j'avais mal indexé l'essai. Ok, donc il est bien sur Clinical Trial? Oui. Ok, vous me rassurez. Merci. Voilà. Bon, merci beaucoup en tout cas pour Je vous en prie. les informations. Une fausse peur. C'était un peu tard en plus. Oui. Il y a une petite, je me permets, il y a une petite question de Cécile de l'Université de Bordeaux sur l'évaluation éthique. Alors, quand vous me dites l'évaluation éthique, c'est l'évaluation par les comités d'éthique, hein, c'est pas l'évaluation ou c'est l'évaluation éthique par la Commission européenne? Par la Commission, si je suis conforme aux propos de Cécile. Mais Cécile, si tu es là, je suis là. Oui, c'est comment, pour tout vous dire, nous on a un projet qui démarre, on a un Independent Ethics Review qui nous a demandé de nommer un Independent Ethics Advisor et qui a ajouté un work package éthique avec beaucoup de choses qu'on avait prévues par ailleurs.
mais qui font doublon avec effectivement d'autres livrables, et c'est un peu la pagaille. Donc, je voulais savoir votre expérience. Alors, je suis d'accord avec vous parce que nous, on nous les a donnés après, ces fameux délivrables sur la RGPD et sur la protection des données personnelles. Et là, je m'arrache les cheveux pour les rédiger en ce moment. Parce que, comme vous dites, ils sont redondants avec des livrables que vous avez déjà prévus. Nous, on les avait déjà prévus dans la phase de déroulement de l'essai clinique. Et c'est pareil, ça a été un Work Package 7 qui nous a été ajouté en cours de projet. Et donc, excusez-moi, je l'ai pas, non, on l'a pas budgété parce que ce Work Package, il a été donné après la mise en œuvre du projet. Il nous a été rajouté. Et tout ce qui était review ethics, en fait, on avait répondu de manière exhaustive à toutes leurs questions. Vous savez, vous avez une part ethics là dans le proposal, et on avait répondu à toutes leurs questions. Et je me souviens que c'était bien moi qui avais répondu à l'époque en tant que juriste. Donc, je me souviens des réponses que j'avais apportées. Et là, je suis en train de rédiger donc les 2 délivrables relatifs à ce dernier Work Package éthique. Et je suis d'accord avec vous. En fin de projet, et non pas... nous, ça a été rajouté au moment de la contractualisation. Donc, parce que votre projet, il doit être plus récent. Il est récent. Il est du premier. Donc, c'est un des derniers appels H2020. Donc, je suppose que sur Horizon Europe, il va y avoir des choses assez similaires. Donc, oui, donc, je peux peut-être dire ce qu'on a vécu pour les gens qui sont encore en phase de montage. Donc, en fait, au moment de l'évaluation, donc au moment de la contractualisation, il y a un rajout d'un work package sans budget, puisque le budget est déjà finalisé, en fait, au moment du montage, mais où on demande la nomination d'un independent exit advisor et qui est une revue éthique indépendante de la commission également, qui lit ces rapports de notre éthique advisor indépendant à chaque période de reporting, et avec des livrables, donc prouver qu'on a bien soumis, typiquement en essai clinique, mais il y a d'autres choses, qu'on a bien soumis aux autorités compétentes, donc qui vont doublon, mais qui sont aussi pas forcément en phase avec le déroulement de l'éthique dans le projet. Donc voilà, mais donc il y a, tu vois, au moins deux expériences différentes. Moi, la seule... Donc, pour le budget, pardon, excusez-moi, juste sur les coûts indirects. Voilà. La seule nuance que j'y vois par rapport à ça, moi, c'est que en fait, la différence entre avant qu'on nous ait donné ce délivrable, en l'occurrence, c'est sur justement confirmer que l'accord des patients sur la collection de leurs données personnelles et tout ça, c'est qu'on a eu la RGPD qui est arrivée après. En fait, moi, ça a été ça le déclic, ça a été la RGPD. Donc, ce que je vais pouvoir faire, c'est le avant-après RGPD. Et c'est la seule chose qui va changer parce que sinon, ça va être très, très similaire en fait à un des délivrables qu'on a déjà fourni. Avant de passer la parole à Pauline Lao pour une petite question, je me permets de la donner à Vania, ma collègue, qui va organiser 3 webinaires sur l'éthique. Je pense que c'est pour ça que tu voulais intervenir, Vania. Oui, en fait, je profite cette question de Cécile pour parler des webinaires qu'on commence la semaine prochaine. Parce qu'effectivement, on va parler de ça. On va parler de comment identifier ces nouveaux délivrables éthiques ou Work Package éthique, etc. Comment identifier que la commission va nous demander un advisor éthique externe ou un review éthique. Et on peut le budgétiser dès le départ. Mais ça, il faut répondre à certaines questions et identifier, si on n'a pas toutes les réponses, mais identifier les types des questions. Et ensuite, on peut prévoir déjà au moment du montage du projet qu'est-ce qui va nous être demandé par la commission. Et ça, on parlera la semaine prochaine, en fait, qui est un webinaire général sur comment répondre à la partie éthique. Mais je vais déjà vous donner certains éléments
pour se rendre compte des parties touchy des projets. Désolée pour mon anglais. Et si vous voulez, pour le 12e webinaire et le 3e, où je vais parler d'un exemple concret, on peut peut-être aussi aborder plus en détail ces questions. Ok. Merci Vania. Et Ingrid nous a remis les liens des articles qu'on a publiés dans horizoneurope.gouv.fr. Merci beaucoup à toi. Pauline du Sud de Nice, vous vouliez intervenir? Oui, en fait, je n'ai pas bien compris quel est le profil de cet advisor externe sur l'éthique. Comment vous le trouvez concrètement? Donc, je suppose que c'est à moi d'intervenir. Ça dépend beaucoup de votre projet, en fait. C'est laissé à votre libre arbitre. Donc, il n'y a pas vraiment de... moi, j'ai posé la question au réseau des correspondants Europe pour avoir des retours d'expérience et en fonction des projets. Donc, nous, on a quelqu'un qui est DPO et qui est aussi spécialisé, voilà, et qui est dont également la formation juridique est liée concrètement à ce qui est de l'intérêt scientifique du projet. Mais alors, par contre, du coup, si ils disent bien externe, c'est que ça peut pas être le DPO. Il ne fait pas partie du consortium. Il ne fait pas partie du consortium. D'accord, donc vous vous adressez peut-être à une autre institution. Exactement. Voilà, et qui trouvait ça intéressant d'être vraiment indépendant, un peu comme dans le cadre d'un conseil scientifique, en fait. Oui, d'accord, ok. Très bien, je comprends mieux. Et peut-être là pour Pauline, une petite question, puisque dans les projets européens, on nous demande vraiment d'intégrer les citoyens à tous les niveaux du développement du projet. Et du coup, quelle place vous donnez dans ce genre de projet aux associations de patients? Est-ce que vous les intégrez en tant que partenaires bénéficiaires directement? Ou est-ce qu'ils font partie d'un comité, pareil, d'éthique ou un comité de suivi du projet? La question, elle était pour moi, Pauline. Oui, puisque vous avez un projet avec des grosses associations de patients. Alors, en fait, excusez-moi, les associations de patients, oui, en effet, nous, c'était EDPA et enfin bref, toutes les associations de patients au niveau du Parkinson. Alors, elles n'avaient pas de projet, pardon, de budget, excusez-moi, mais en fait, elles nous ont aidés en termes de recrutement, puisque elles ont aussi adressé les patients à participer à l'essai clinique. La Michael J. Fox aussi a... Mais non, il n'y avait pas de budget dédié à ces associations de patients-là parce qu'on a réussi à, entre guillemets, à faire sans les solliciter de trop. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je vous dis. On les a identifiés dans notre proposal pour identifier, comme vous dites, l'implication des citoyens qui est très importante et tout ça. Elles ont joué leur jeu en nous adressant des patients, mais il n'y a pas eu de flux financier avec ces associations de patients-là. D'accord, ok. J'ai Florence Nosal qui voulait intervenir. Oui, c'est pour compléter la réponse de Pauline. En fait, on a associé les associations de patients au moment du montage. Elles avaient un budget à l'époque, mais au moment de la contractualisation, elles ont dit que c'était trop compliqué de justifier leurs dépenses réelles dans le cadre d'un projet européen. Et donc, elles ont préféré continuer à être associées sans financement. Ok, d'accord. Oui, je comprends. Je comprends mieux. Merci. Alors, je vois que l'heure tourne et qu'il y a encore du monde, et tant mieux. Peut-être des petites dernières questions avant qu'on se quitte? Ou s'il n'y a plus du tout de questions, on se quitte maintenant. Bon.
Et donc, je crois que je clôture à présent, hein, puisque je vois personne lever la main. En tout cas, merci beaucoup à tous d'être restés présents et merci à ceux qui ont dû partir précédemment, parce que je suis sûre qu'il y avait d'autres réunions. Merci à Pauline Guyon et Amélie Michon pour leurs interventions. Ça met toujours, on le voit très bien, hein, en lumière ce que on a pu exposer de manière plus théorique. Ça parle toujours tellement plus. C'est vraiment parfait. J'en profite aussi, peut-être que vous l'avez vu dans le chat, normalement, il est prévu de faire un autre webinaire plus sur la mise en œuvre des essais cliniques dans le cadre de consortium européen. Donc, on reviendra vers vous à ce sujet, on vous en fera la communication. Et merci aussi à mes collègues du PCN Santé, évidemment, et bien sûr à mes collègues du PCN juridique et financier. Je suis ravie de les avoir eus au cours de ce webinaire, puisqu'on voit vraiment des liens et des questions qui se posent directement entre le cas concret en recherche clinique, traduit budgétairement et juridiquement au niveau européen. En tout cas, merci et c'est à renouveler dès qu'on le peut. Eh bien, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi à toutes et à tous et je vous dis à bientôt.